J'ouvre tout de suite notre second débat, vous le savez, volontairement décalé de l'actualité du jour. Je vous propose de revenir sur la décision de l'actrice Adèle Haenel d'arrêter le cinéma et de politiser son geste. Elle dénonce, je la cite, la complaisance généralisée du métier pour les agresseurs sexuels 5 ans et demi après le début du mouvement MeToo. Où en est le 7e art, notamment en France? Avant d'en débattre, retour sur l'ouverture du Festival de Cannes, où la présence de Johnny Depp sur le tapis rouge fait polémique. Renaud Parquet. Derrière les vivas du Festival de Cannes se cache la polémique et les critiques. En ligne de mire sur le tapis rouge, Johnny Depp, présent à la cérémonie pour présenter le film Jeanne du Barry de Mai Wen. L'acteur américain est banni des plateaux de tournage d'Hollywood après son procès qu'il opposait à son ex-compagne Amber Heard pour violence conjugale. Si une partie de ses accusations de violence ont été récusées en justice, il a repris le chemin des plateaux de tournage, là où son ex-compagne a subi des cyberharcèlements virulents. Il tente de répondre aux critiques. En ce qui concerne ma personne et ma vie, la majorité de ce que vous avez lu est une fiction imaginaire, horrible. Le fait est que, comme je le disais, nous sommes ici pour parler d'un film, mais vous savez, c'est comme quand on pose la question « Comment ça va ?», mais qu'en réalité, le sous-texte est « Mon Dieu, je te déteste ». God, I hate you. La présence annoncée de celui qui incarne Louis XV dans le nouveau film de la réalisatrice de Police, ADN ou Pardonnez-moi passe mal auprès des collectifs d'acteurs fervents défenseurs de l'égalité des sexes et contre la violence dans le cinéma. Au point qu'une tribune parue dans Libération est signée par une centaine de personnalités, parmi lesquelles Julie Gaillet ou Laure Calamy, égratigne l'institution, et ce, juste avant l'ouverture du Festival de Cannes. En déroulant le tapis rouge aux hommes et aux femmes qui agressent, le festival démontre que les violences dans les milieux de création peuvent s'exercer en toute impunité. Nous subissons bien trop souvent des agressions sexuelles, du harcèlement moral et du racisme au sein même de nos lieux de travail. Lorsque nous avons le courage de parler ou demander de l'aide, nous nous entendons trop souvent dire « Tais-toi s'il te plaît pour la vie du film ». Il arrive même que des producteurs et productrices soient prêts ou prêtes à acheter notre silence. Acheter le silence. C'est ce qui avait mis le feu aux poudres il y a 5 ans, lors de l'affaire Weinstein et lancé le mouvement MeToo, qui déverrouillait la parole des femmes victimes de harcèlement sexuel. À l'époque, le très influent producteur hollywoodien était accusé par des dizaines d'actrices de les avoir abusées sexuellement et d'acheter leur mutisme contre de l'argent. Le mouvement devient planétaire, mais en France, la vague a du mal à s'implanter. C'est d'autant plus difficile en France du fait du culte de l'auteur. L'idéologie selon laquelle les artistes sont au-dessus des lois, de par leur talent ou leur génie, que le talent et le génie justifient toutes les transgressions. Hein. Et sous ce terme, on a à la fois des éléments qu'on peut identifier comme politiques et puis des éléments qui sont simplement des abus de pouvoir. Les paroles se libèrent, les accusations pleuvent. Depardieu, Besson, Polanski. À son sujet, Adèle Haenel, primée au César en 2020, fait une sortie remarquée, ne supportant pas qu'il soit récompensé pour son film J'accuse. 3 ans ont passé et l'actrice va encore plus loin dans une interview. Elle entend dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels et la manière dont ce milieu collabore avec l'ordre mortifère, écocide, raciste du monde. L'actrice a décidé de se mettre en retrait du cinéma. On débat tout de suite autour de ce thème, de ces thèmes. Hélène Fleckinger, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes maîtresse de conférence à l'université Paris 8 et historienne du cinéma. Michel Guérin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes rédacteur en chef au Monde et vous écrivez évidemment cette chronique hebdomadaire sur la culture. Clémentine Charlemagne, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, déléguée générale de l'association Cinéma pour tous, coprésidente du collectif 50-50. En duplex avec nous, Lénaïque Brédoux, qui est journaliste à Mediapart. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes responsable éditorial aux questions de genre et vous avez publié une longue enquête concernant Gérard Depardieu, on y reviendra évidemment. Émilie Zapalski, éditorialiste pour Sciences Publiques, est restée à mes côtés. Je vais commencer, on va presque prendre le même déroulé que dans le sujet de Renaud Parquet à l'instant. Et je vais démarrer par la première polémique qui ouvrait ce festival de Cannes. Fallait-il l'ouvrir avec ce film de Mai Wen qui offre le rôle de Louis XV à Johnny Depp, je le rappelle, Hélène Fleckinger, acteur aujourd'hui blacklisté aux États-Unis. C'était quoi? Une erreur, une maladresse, une faute? Vous dites quoi par rapport à ça?
plus qu'une maladresse, assurément. En tout cas, c'est à contre-courant de ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, évidemment dans la lignée de MeToo, mais aussi à contre-courant de ce qui se passe au niveau de la transformation profonde de la société, probablement. En même temps, voilà, l'issue du festival, c'est effectivement la récompense adressée par Jane Fonda, icône par ailleurs du féminisme au cinéma s'il en est, à une troisième réalisatrice et deuxième française en l'occurrence, Justine Triet. Donc on ne peut pas avoir une lecture totalement simpliste ou binaire de ce festival, c'est ce que vous nous dites? Absolument pas. Et il faut aussi regarder l'ensemble de la programmation quand même du festival. Il y a énormément de films de femmes par ailleurs, qui ont été programmés dans la section officielle, mais aussi dans des sections parallèles, et notamment de jeunes générations à regarder de près. Alors, dans la foulée de la déclaration d'Adèle Haenel, on l'a vu dans le sujet de Renaud Parquet, qui annonce mettre fin à sa carrière et vouloir politiser cette décision, il y a une tribune signée par plus de 123 actrices et acteurs, publiée dans Libération. Ils disent ceci: en déroulant le tapis rouge aux hommes et aux femmes qui agressent, le festival envoie le message que dans notre pays, nous ne pouvons continuer d'exercer des violences en toute impunité. Nous pouvons évidemment que la violence est acceptable dans les lieux de création. Michel Guérin, est-ce que qu'est-ce que vous pensez de cette formulation Cannes qui déroule le tapis rouge aux hommes et aux femmes qui agressent. Est-ce que ça vous semble exagéré, justifié? Je sais que chacun se prenne parti. Je n'ai pas d'avis vraiment là-dessus, au sens où... Non, la question, c'est la formulation. Ouais. Moi, je suis toujours embêté quand on généralise. C'est-à-dire quand au violeur, c'est au pluriel, je crois. Donc, ce n'était pas simplement visé. Je pense qu'il était visé surtout cette année-là, je pense, Johnny Depp. Non, je pense que c'était cette personne. Donc, c'est la généralisation. Alors, ensuite... La question, c'est tout l'ensemble de ce texte qui donne des témoignages, mais des témoignages sans qu'il y ait de nom ou de personnalité donnée, et donc qui donne l'impression que, de manière sociologique, j'ai envie de dire de manière en profondeur, dans les tournages, il y a beaucoup de problèmes. Presque systémique. Oui, c'est systémique. Adèle Haenel, d'ailleurs, le disait également déjà. C'est quand même assez fascinant. Adèle Haenel, il y a eu cet entretien avec Télérama, mais un an auparavant, elle donne 2 entretiens à 2 journaux différents étrangers. Elle dit exactement la même chose et personne ne bouge. Ça passe sous les radars. C'est fascinant quand même. Et avec une violence inouïe. Pareil, alors aussi, moi, c'est ce que je regrette un peu dans la déclaration d'Adèle Haenel, c'est la façon de généraliser et en fait de dire en gros comme si tout le monde, comme si c'était intrinsèque à ce milieu du cinéma, que ce cinéma est violeur. Et c'est pour ça que le thème, je crois, Cannes violeur, est devenu presque un slogan en début de festival. Après, je pense en effet, comme vous l'avez dit, c'est là où on voit quand même, dans toutes les sections, les films montrés, c'est aussi une caisse de résonance incroyable. Et donc, ça permet aussi à des cinéastes et des cinéastes femmes de montrer beaucoup plus qu'ailleurs les œuvres qu'elles font. Et donc, voilà. Donc, il y a toute cette ambiguïté. Donc, peut-être un petit peu d'injustice dans le procès fait à Thierry Frémaux. En tout cas, de simplification. Moi, je vais retenir ça des 2 premières interventions. Clémentine Charlemagne-Sur, vous avez mené sur cette idée finalement d'un système qui resterait, alors qu'on est 5 ans et demi après MeToo, qui resterait finalement protecteur ou favorable à ceux qui agressent, pour reprendre la formulation de la tribune, ou effectivement ceux qui pratiquent des violences en direction des femmes. Alors, est-ce que vous dites ça, vous aussi? Moi, ce qui m'interpelle, c'est que je vois pas vraiment une généralisation. Je vois plutôt la dénonciation d'une culture. Et c'est pas vraiment que la tribune dénonce quelque chose en général, mais il y a une réelle culture de la violence, des rapports dans le cinéma. Encore aujourd'hui, pour vous? Et encore aujourd'hui, j'ai même pas... il n'y a pas de chiffres qui existent là-dessus, mais en fait, avec le collectif 50-50, on organise régulièrement des ateliers. On est également régulièrement contacté par des personnes, par des structures. Voilà, les violences sont là. Lors de la conférence de presse du film de Justine Triet, qui a justement été récompensée, la comédienne Sandra Hüller, elle a mis en avant le fait que sur le tournage, elle n'avait ressenti aucune pression de la part de Justine Triet, et elle disait: j'aimerais que beaucoup s'en inspirent, parce qu'en fait,
C'était génial, j'ai adoré ça et tout s'est très bien passé. Ouais. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Voilà, donc je pense qu'en fait, j'aimerais dire que non, tout va bien, parce qu'en fait, il y a de très belles œuvres qui ont la chance d'éclore, dans la violence, sans violence. Voilà, je pense que tout ça n'est pas vraiment corrélé, en fait. Mais le fait est que, non, effectivement, le monde du cinéma est assez violent. Émilie, vous voulez intervenir? J'ai l'impression qu'on a du mal à traiter ça, qu'on n'arrive pas à avoir de ligne de conduite, et on voit que dans le milieu politique, c'est la même chose. Je prends un exemple, moi je vois vraiment le parallèle entre l'acteur fétiche dans Les Amandiers de Valéria Bruni-Tedeschi, qui était quand même accusé avant qu'elle l'embauche pour ce film, je crois que c'est son compagnon aussi, ça peut-être elle a eu du mal du coup à décider, et la même chose pour des ministres qui ont été nommés alors qu'ils étaient accusés eux aussi. Bon, j'en citerai un quand même parmi les plus grand, puisque c'est le premier flic de France, Gérald Darmanin. On ne sait pas comment traiter ces sujets. Il y a eu plusieurs noms, il faut le rappeler, parce qu'après, il y a la question de ce que la justice... Le soupçon reste, mais vous voyez ce que je veux dire. J'essaye de faire attention à ça. Et d'ailleurs, la question se pose aussi pour les acteurs ou les comédiens qui sont mis en cause. On a d'autres exemples. Damien Abad, qui avait été accusé, il y a une enquête quand même, et il est resté au gouvernement. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas comment traiter ça auparavant. Est-ce qu'on peut embaucher un acteur qui a été accusé? C'est une vraie question. Est-ce qu'on interdit à une personnalité de faire son métier sur le soupçon? En fait, c'est ça la question que vous posez. Excusez-moi. Ce qui date d'avant, c'est difficile. Moi, j'ai du mal à ne pas aimer les films de Roman Polanski, que j'ai beaucoup aimés, parce que j'ai entendu dire tout ça. Mais je trouve que maintenant, on devrait se fixer une ligne de conduite qui soit assez claire pour éviter ces propos et ces suspicions. Il y avait ce qu'on appelait la jurisprudence Balladur. Je vous donne la parole tout de suite. Un ministre mis en examen doit démissionner. Vous aurez beaucoup de mal à trouver une ligne de conduite parce que vous avez en fait deux façons, vous avez deux cultures qui s'affrontent, j'ai envie de dire, pour reprendre un peu le mot que vous avez donné, c'est que vous avez ceux qui pensent que la seule ligne à tenir, c'est celle du droit, de la loi et de la jurisprudence et des procès. Et c'est un peu la jurisprudence Thierry Frémaux. Et c'est pour ça que Thierry Frémaux, d'ailleurs, programme le film de Maïwenn avec Johnny Depp, estimant qu'il n'y a pas eu de condamnation contre lui. Il y a eu un procès en diffamation. Il y a eu enfin voilà, mais on pourrait encore un petit peu pire. D'accord, mais on peut. Attendez, ces activistes. Je vais vous laisser conclure, M. Guérin, mais juste ça. Oui. Et vous avez l'autre ligne qui est très bien défendue d'ailleurs par Adèle Haenel, qui dit la justice, on s'assoit dessus. La justice n'est pas fiable. La justice est un frein à notre combat. Et donc, allez concilier ces deux lignes. Bonne chance. Alors, la ligne Thierry Frémaux, justement, on va écouter le délégué général du Festival de Cannes. Donc, il organise une conférence de presse pour justifier le choix d'ouvrir cette édition avec le film de Maïwenn. Je ne connais pas l'image de Johnny Depp aux États-Unis. Pour vous dire la vérité, nous, on voit un film. Vous savez, moi, j'ai une seule conduite dans la vie. C'est la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté d'agir dans le cadre de la loi. Et donc, si Johnny Depp, il lui avait été interdit de jouer dans un film, et si ce film-là avait été interdit, on ne serait pas en train d'en parler. Alors, on n'a pas encore entendu les Naïk Bredou, donc je me tourne vers vous, peut-être pour... alors, on a regardé, évidemment, c'est assez compliqué quand on parle de cette affaire, parce qu'il y a eu des procès en diffamation entre Johnny Depp et son ex-compagne. Les deux ont été condamnés. Johnny Depp a des dommages et intérêts de 2 millions de dollars, si je ne me trompe, et son ex-compagne a beaucoup plus. Et si on dit formellement... L'acteur Johnny Depp n'a pas été condamné aux États-Unis pour violence conjugale. J'ai essayé d'être à peu près précis dans les mots. Est-ce que pour autant il faut l'interdire et le blacklister comme le font les Américains? Les Naïk Bredou. Oui, alors moi je suis pas là pour donner des bons et des mauvais points et dire qui peut embaucher qui sur tel tournage. Franchement, je pense que c'est pas du tout de l'ordre de mon compétence. Par contre, ce qu'on peut dire effectivement, c'est être précis, être précise. Moi, j'ai tout à fait entendu Thierry Frémaux quand il a expliqué qu'il s'intéressait pas du tout à ce qui s'était passé aux États-Unis, mais manifestement, il ne s'est pas non plus intéressé à ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, parce qu'en fait, il y a eu deux procès différents dans le cas de Johnny Depp. Il y a effectivement le procès en diffamation pour lequel il a été reconnu coupable
incontestable aux États-Unis, tout comme son ancienne compagne Amber Heard, qui a été davantage condamnée que lui. Mais il a en revanche perdu son procès en diffamation qu'il avait intenté contre un tabloïd britannique il y a 3 ans de mémoire, qu'il avait présenté comme un mari violent, et le tribunal avait considéré que plusieurs des épisodes étaient avérés. Mais tout ça ne constitue pas une condamnation pour violence conjugale. Simplement, ça pose quand même qu'il y a eu des décisions de justice. Il n'y a pas rien en termes de justice, mais plus fondamentalement, ça pose la question, comme dans tous les milieux, et pas uniquement dans celui du cinéma, sur la justice est-elle la seule boussole qui doit présider au débat sur le sujet? Faut-il une condamnation? Faut-il que cette condamnation soit définitive? Une mise en examen est-elle jugée suffisante? Ça, c'est sur le point judiciaire, mais par ailleurs, il y a d'autres terrains qui sont fondamentaux. Par exemple, les employeurs ont des obligations dans le droit du travail d'assurer la sécurité de leurs salariés. Ils doivent mener des enquêtes internes. Ils peuvent licencier des salariés pour des faits qui leur sembleraient avérés par ces enquêtes internes. C'est aussi le cas, par exemple, si on prend le cas du CNC, pour prendre l'exemple du cinéma. Le CNC aujourd'hui a sorti son financement du cinéma à des formations obligatoires sur les violences sexistes sexuelles. Ça montre bien que la justice n'est pas le seul organe habilité à dire le juste, si je puis dire. Et heureusement d'ailleurs, parce que par ailleurs, elle manque cruellement de moyens pour le faire. Alors, ce débat, il est également passionnant parce que ça nous permet de faire un bilan du mouvement MeToo. Et peut-être, tiens, pour commencer, se souvenir de ce que les hommes de cinéma, les hommes de pouvoir au cinéma ont fait subir aux femmes en toute impunité pendant des décennies. Je vous propose un témoignage. C'est la journaliste et auteure Annette Lévy-Villard, qui était l'invitée de l'émission, je suis en train de chercher le titre de l'émission, elle est là, de Rebecca Fitoussi, Allons plus loin. Elle était donc sur notre antenne. Elle publie, cette journaliste, Chronique d'une onde de choc, MeToo secoue la planète. Et elle nous parle de qui? Elle nous parle de Marilyn Monroe et des années 50. Marilyn était dans ce système hollywoodien qui a été un système médiéval de droit de cuissage de tous les patrons de Hollywood. Depuis le début de Hollywood, des studios, les Warner, les Mayer, enfin tous ces gens-là qui ont créé le cinéma américain, avaient toujours ces pratiques scandaleuses des jeunes Américains qui venaient du Middle West et qui devaient passer par le casting sur canapé, ça s'appelle casting couch, pour avoir un rôle. Et Marilyn Monroe, comme les autres. Et dans sa biographie, elle raconte que Hollywood est un bordel géant. Elle parle des années 50. Hélène Fleckinger, il y a eu des voix qui se sont élevées pour dénoncer ce qui vient d'être raconté. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup et comment elles ont été étouffées? Parce que finalement, on a l'impression que tout a commencé avec MeToo. Alors, il y a eu pas mal de témoignages déjà, et écrits évidemment, alors à une échelle internationale, évidemment dans le contexte hollywoodien, mais aussi en France. Par exemple, dans les années 1970, au cœur du mouvement de libération des femmes, dont Annette Lévy-Villard a été l'une des pionnières, des voix se sont élevées et on retrouve, enfin moi dans le cadre de mes recherches, j'ai retrouvé des textes extrêmement précis. Dans un texte par exemple de Mishka Gorky, qui... et c'est pas anecdotique, a co-dirigé le département réalisation de la FEMIS entre 1997 et 2007 et qui a notamment eu dans ses promotions Céline Sciamma. Et donc Mishka Gorky écrivait en 1976 un texte qui s'appelait Art dramatique ou prostitution, dans lequel elle explique exactement ce qui se passe sur nombre de plateaux. Elle dit: est-ce qu'un réalisateur a le droit d'humilier, de traumatiser, d'avilir des comédiens et des comédiennes sous prétexte qu'un public prétend du refoulé aurait besoin de compenser par voyeurisme son absence de sexualité? Elle parle de réalisateurs proxénètes qui soupaient leurs comédiennes, qui plus est sont obligés par la force des circonstances ou la force tout court de satisfaire pour le même prix des hommes excités par l'ambiance aphrodisiaque des nécessités de tournage. On a énormément de témoignages écrits dans les années 70 et depuis évidemment, mais simplement ces voix-là n'ont pas toujours été entendues. Elles se sont exprimées, la conscience était plus ou moins évidemment formalisés, pas forcément selon les mêmes termes que ceux de l'ère post-MeToo. Néanmoins, ces paroles étaient là. Simplement, elles étaient peut-être moins nombreuses, moins libérées, moins écoutées surtout. Et ça, je pense que c'est un point très important. Michel Guérin. Est-ce que ça n'allait pas plus loin même je me souviens de phrases qu'on donnait à propos des films de Melville ou de Robert Bresson, où presque c'était un fait positif que ces cinéastes malmenés
les acteurs comme les actrices. Il faut les pousser dans leur retranchement. Oui, c'est un peu ça. Cette idée. C'était une façon d'inventer quelque chose de différent. C'était un acte. Ça participait de l'acte créatif. Enfin, c'était en tout cas jugé comme cela. Alors, soit pour de bon, soit pour justifier un comportement sur pervers. Abdelatif Kechiche récemment pour une Palme d'Or, il y a eu quand même un énorme débat ensuite sur le nombre de prises qu'il pratiquait, sur quelques actes sexuels simulés ou pas, j'en sais rien. Mais enfin, et sur la façon dont il se comportait, il y a eu quand même les actrices ont plus ou moins dit des choses. Enfin, c'était quand même, il y a eu une tension, semble-t-il, énorme sur ce tournage. J'imagine que peut-être aujourd'hui, ça serait différent, je ne sais pas. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est presque j'allais employer le mot management, mais c'est ça, quoi. Comment un réalisateur ou une réalisatrice se comporte avec ses comédiens pour qu'ils soient les meilleurs possibles. Alors, il y a ceux qui les aiment, et parfois ça se voit à l'image, et puis il y a ceux qui les secouent. Est-ce que, ça veut dire quoi? On ne peut plus tolérer un réalisateur qui va être trop directif, ou peut-être, allez, je mets les pieds dans le plat, parfois un peu verbalement violent. Mais c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que, en fait, l'humiliation est répandue dans les rapports qu'il y a. C'est-à-dire que c'est pas forcément à l'encontre de comédiens ou de comédiennes, mais ça peut être à l'encontre de techniciens, techniciennes. Ouais. Et en fait, pour l'avoir moi-même expérimenté, je peux vous dire que la violence ne garantit pas du tout un résultat particulièrement positif. Ça n'a vraiment rien à voir. J'ai vu des tournages qui se sont bien passés, qui ont été des très beaux films. J'ai vu des tournages qui se sont mal passés, qui ont été des mauvais films. Des tournages qui se sont mal passés, qui ont été des beaux films aussi. Mais en fait, ça peut pas justifier la violence du réalisateur ou de la réalisatrice. Voilà. Et c'est-à-dire que on a tendance à négliger, parce que en fait, à partir du moment où on s'engage en fait dans ces métiers du cinéma, c'est un peu la même chose que dans le journalisme, je pense. C'est-à-dire qu'on est passionné. On fait ça parce que c'est quelque chose qui nous anime, qu'on a vraiment envie de faire. Ça nous semble important. C'est on vibre à travers tout ça. Et puis en fait, on se dit du coup il faut que j'en passe par des choses un peu compliquées parce que c'est comme ça que ça se passe, Puis en fait, au bout d'un moment, on se dit c'est marrant, je suis détruit en fait. Et donc c'est tellement en fait courant d'entendre des témoignages comme ça, c'est-à-dire que les 123 acteurs et actrices qui parlent, toutes et tous ont vraiment dit on n'en peut plus de ces comportements-là. Et c'est pas n'importe quelle personne. Et il faut savoir que à la fois les acteurs et actrices sont en première ligne parce que c'est elles et eux qui se retrouvent à défendre les films ensuite en promotion, et donc c'est aussi très violent parfois de devoir dire c'était super alors qu'en fait c'était pas du tout super. Mais il y a aussi certains réalisateurs, certaines réalisatrices qui les préservent un peu plus parce que justement il y a des questions de pouvoir en fait qui se jouent et qui par contre vont se déchaîner sur des personnes de l'équipe. Mais à quel titre est-ce qu'on a le droit de maltraiter des gens? Pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire ça? Qu'est-ce qui justifierait de pouvoir maltraiter des gens et de ne pas respecter effectivement la loi? Parce que si on s'attache à la loi et à la justice, dans ce cas-là, rien n'est respecté nulle part. Ouais. Michel Guérin, alors moi j'étais pas à Cannes, parce que mon métier, il n'y avait pas de raison que j'y aille, mais est-ce qu'on a moins parlé de cinéma que d'habitude? Est-ce que vous le regrettez? Je n'étais pas à Cannes. Bon, vous n'étiez pas à Cannes. Mais non, mais j'ai lu énormément tout ce qui a pu être écrit sur Cannes, mais ça c'est quelque chose que, ce n'est pas propre au cinéma, c'est propre à tous les arts. Il y a, je suis allé à la Biennale de Venise, je vais beaucoup au théâtre, je vais beaucoup au cinéma, je crois essayer de voir le maximum de choses, c'est mon métier, et j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, il y a une forte socialisation de la façon dont on parle des œuvres, et que l'aspect formel, la narration psychologique qui amène aux choses, passe en second plan. Pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est un problème d'équilibre à trouver. L'un ne doit pas empêcher l'autre. C'est ça surtout que je veux dire. On doit pouvoir à la fois parler, dans les faits, des résonances contemporaines, etc. On doit parler aussi, évidemment, de la féminisation des métiers de la culture, tout ça est important. Et je pense qu'il faut aussi, on doit pouvoir respecter l'acte créatif également et le vanter sans qu'il y ait une seule phrase sur un article qui fasse référence à l'époque. Pourquoi pas? Tout est possible. La question, c'est de trouver, et c'est vrai parfois, et je le vois presque encore plus dans les arts plastiques au cinéma, l'impression qu'on ne voit plus du tout
l'artiste, et qu'est-ce qui fait que lui est intéressant, qu'elle est intéressante, et pas un autre, et pas une autre. Voilà. On avait ce débat ici même à propos de Picasso. Est-ce qu'on peut dissocier l'artiste de son œuvre, regarder ses tableaux sans savoir quel était son comportement d'emprise vis-à-vis de plusieurs femmes. Les historiens peuvent documenter tout, réécrire tout, on peut tout revoir des grands cinéastes, ça n'empêche pas qu'on peut voir les œuvres, je pense. Attention à l'anachronisme aussi. On repose la question du début, est-ce qu'on peut choisir un film sans se poser la question des conditions dans lesquelles le réalisateur ou la réalisatrice, ça peut arriver. Un film contemporain d'aujourd'hui. Oui, choisir un film d'aujourd'hui en disant c'est un bon film, donc je le veux dans mon festival, même si je sais que le réalisateur est un salopard. Les temps changent et qu'il faut aussi. Je pose la question. Je pense que tout le monde se pose cette question, mais on en revient toujours à ça. Il y a la question de la preuve quand même. Vous allez dire oui, mais c'est une commodité pour essayer d'éviter les questions, etc. Mais il ne faut pas non plus évacuer cette question. La question de la preuve, c'est ce qui nous fait vivre en société et qui nous permet aussi. Voilà. Je pense que c'est une question de dosage, de savoir jusqu'où on peut aller ou pas, de voir qu'est-ce qui est reproché à quelqu'un. Ce n'est pas pareil quand vous avez, je pense, un acteur qui a 10, 12, 14 plaintes contre lui. Et puis vous avez une seule plainte. Je pense que tout ça, c'est des éléments c'est plein de faisceaux qu'il faut croiser pour que chaque patron de festival ou chaque programmateur ou chaque journaliste se décide quand il écrit. Alors, vous parliez, je reprends la main parce qu'il y a encore beaucoup de thèmes à aborder. Vous parliez notamment des conditions de travail, pas seulement des acteurs, aussi des différents techniciens sur un plateau. Je voudrais qu'on fasse un point maintenant sur les questions salariales. Et Quentin Calmet va pouvoir nous rejoindre sur ce plateau. Rebonsoir Quentin, on va parler des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au cinéma. Il y a des exemples marquants. Oui, tout à fait. Très récemment, une actrice a évoqué le sujet frontalement. Il s'agit de Sharon Stone. La star américaine a jeté un pavé dans la mare, on peut le dire. C'était en mars dernier. Elle a révélé l'écart de salaire entre elle et Michael Douglas en 1992. Les deux acteurs partagent alors l'affiche du thriller Basic Instinct. Il faut le dire, à l'époque, elle n'est pas connue, contrairement à son partenaire à l'écran. Mais pour ce film, Michael Douglas a touché un cachet, tenez-vous bien, de 14 millions de dollars. Elle, de son côté, a perçu 500 000 $. Un écart énorme, alors qu'on a appris depuis que le réalisateur, Paul Verhoeven, n'avait pas respecté le consentement de Sharon Stone concernant des scènes où son intimité est dévoilée. Et donc, malgré ces scènes très compliquées à tourner, l'actrice était, Thomas, 28 fois moins bien payée que sa costard masculine. Et 30 ans plus tard, les femmes sont toujours moins bien payées en moyenne que les hommes. Voilà, j'ai de la chance, j'ai trouvé un rapport du Centre national du cinéma qui donne des statistiques très précises et qui date de mars dernier. Et dans ce rapport que vous voyez à l'écran, on peut lire que les comédiennes sont moins bien payées en moyenne de 15% par rapport aux hommes. Et ces écarts de rémunération ne touchent pas que les actrices. En moyenne, les réalisatrices touchent 24% de moins que les réalisateurs, alors qu'elles sont plus nombreuses dans la profession. Elles sont 56% dans cette profession. Mais on voit que sur les 21 métiers de production cinématographique qui sont recensés dans le rapport, les femmes sont toutes moins bien payées que les hommes, à l'exception de 2 métiers, les cascadeuses et les musiciennes. Autre tendance de fond, les difficultés pour les femmes à trouver des rôles passés à un certain âge. Voilà, effectivement. Et d'ailleurs, un documentaire diffusé ce soir sur Canal+ revient sur ce phénomène avec ce chiffre en 2021. Les femmes de plus de 50 ans représentent 22% de la population, mais seuls 7% des rôles. Il y a des femmes qui réussissent à déjouer ce sort et qui semblent pouvoir continuer une carrière alors que d'autres ont des difficultés. Écoutez par exemple le récit de Philippine Leroy-Beaulieu. Elle raconte sa traversée du désert dans sa carrière. Elle est maintenant redevenue une star connue dans le monde entier grâce à une série sur Netflix que vous connaissez peut-être, Emily in Paris. Et en tout cas, elle a pu témoigner au micro de France Inter il y a quelques mois. Écoutez. Toute une série d'actrices, vous, mais aussi Nicole Kidman, Gillian Anderson, ont vécu une deuxième carrière grâce aux séries, alors que le cinéma aime la chair fraîche. Complètement, c'est exactement ça. Si j'ose dire. C'était une phrase d'une pièce d'Ariane Mouchkine qui disait « Aphrodite est le dieu la déesse du cinéma ». Oui, non, c'est vrai. C'est vrai, les séries nous permettent, à nous, les vieilles, de revenir avec des rôles, avec des choses qui sont intéressantes à jouer, parce que c'est vrai que la société, elle est quand même, on le sait, elle est multiple, il y a des jeunes et des vieux. Et il y a plein d'histoires à raconter. Et voilà, la vie n'est pas terminée, effectivement, ni à 40, ni à 50, ni à 60. Tant qu'on n'est pas mort, on est là. Et on a des choses à dire.
Voilà, un questionnement sur l'âge des actrices qui a également parcouru la croisette cette année. Thomas, je voulais finir vous montrant une image de l'actrice Andie MacDowell, connue pour son rôle dans 4 mariages à l'enterrement, par exemple. Eh bien, elle a arboré ses cheveux poivre et sel sur le tapis rouge et elle expliquait qu'une prise de conscience était en cours dans le monde du cinéma. J'encourage les autres à le faire, à se sentir bien avec soi-même, a-t-elle dit en conférence de presse vendredi dernier. Les femmes doivent se sentir bien avec leur âge, quel que soit leur âge, a-t-elle plaidé. Merci beaucoup Quentin. Hélène Fleckinger, est-ce qu'il faut compter sur les femmes réalisatrices pour offrir de beaux rôles aux actrices de plus de 50 ans ? En tout cas, il faut davantage effectivement de femmes réalisatrices, au moins pour multiplier les regards et que la vision du monde exprimé au cinéma ne soit pas une vision avant tout masculine. On appelle le male gaze, le regard masculin. Alors le male gaze, c'est effectivement une théorie féministe qui a été forgée par Laura Mulvey dans les années 1970 dans un article qui s'appelle Plaisir visuel et cinéma narratif et qui déconstruit finalement le mécanisme patriarcale, on va dire, du cinéma à travers la dénonciation, pour simplifier, d'un triple regard masculin qui serait celui d'abord évidemment du réalisateur et finalement ensuite porté essentiellement sur des personnages masculins dont on adopterait le point de vue en tant que spectateur et du coup nous, public, nous serions finalement dans le regard donc masculin in fine. Alors c'est une théorie qui a été rediscutée par la suite, d'ailleurs par son autrice elle-même, mais qui a l'avantage de mettre en évidence effectivement, notamment au niveau de la construction des rôles, qu'il n'y a pas de neutralité, qu'il y a un point de vue en fait qui s'élabore dans ces scénarios. Après, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on va nécessairement, de manière naturelle et essentialiste en quelque sorte, faire écrire de beaux rôles pour les femmes. En revanche, c'est quand même en général au moins une expérience qui fait qu'on peut avoir un autre regard qu'un regard hégémonique masculin. Alors je voudrais qu'on ouvre un autre chapitre dans ce débat concernant les accusations visant Gérard Depardieu dans une enquête publiée par Mediapart. 13 femmes accusent l'acteur de violences sexuelles et sexistes. Léanique Brédoux, c'est vous qui avez mené cette enquête pendant plusieurs mois. Qu'est-ce que vous révélez ? Est-ce qu'il y a une forme de protection par le milieu ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Alors, pour être tout à fait précise, c'est ma collègue Marine Turki qui a enquêté pendant des mois et des mois sur le sujet, secondée par Sarah Brett. Et en fait, c'est là où c'est très intéressant et à mon avis un cas assez emblématique de la discussion que nous avons depuis tout à l'heure, c'est que nous révélons 13 témoignages qui visent donc Gérard Depardieu, qui nie par ailleurs, et c'est important de le répéter, tout fait répréhensible. Je le dis d'emblée. Mais donc nous révélons ces 13 témoignages qui viennent s'ajouter à une plainte qui avait déjà été déposée par une comédienne qui lui vaut une mise en examen pour viol. Ça fait donc un total de 14 témoignages. Jusque-là, on n'en connaissait qu'un seul. Ces témoignages, ils sont particulièrement intéressants parce que ils viennent pour beaucoup d'entre eux de comédiennes, mais de comédiennes pas forcément extrêmement connues, de jeunes comédiennes, mais aussi beaucoup de techniciennes, d'assistantes, des petites mains du cinéma, pardonnez-moi l'expression, qui sont très souvent précaires, qui risquent leur travail, qui craignaient pendant toute cette enquête de ne plus jamais retravailler dans le milieu du cinéma. Et qui le craignent toujours aujourd'hui. Et donc, on raconte comment toutes ces femmes témoignent de faits qui, en fait, avaient, pour la plupart, selon leurs récits et selon les témoins qu'on a pu interroger, lieu sous les yeux de tous et de toutes. Et c'est l'autre point extrêmement intéressant, c'est que, en réalité, le cas de Gérard Depardieu montre bien les limites des espèces de principes sur uniquement la justice ou uniquement les preuves qu'il faudrait apporter, parce que on est face à évidemment un monument du cinéma français, personne ne le remettra en question, mais qui est par ailleurs visé qui est mis en examen, donc c'est un fait judiciaire.
et qui par ailleurs, il y a des faits qui sont presque sur la place publique depuis des années sans que personne ne s'en soit saisi sérieusement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des bandes dessinées, des interviews, des instants filmés, des archives de l'INA, etc., dans lesquels on voit des actrices raconter des conditions de tournage, où on voit même Gérard Depardieu lui-même plaisanter, des mecs extrêmement grossiers, faire des allusions sexuelles à une maquilleuse, etc. Donc, ça montre bien que pendant des années, on a regardé cette réalité. Là, je parle vraiment de faits qui sont très matérialisés. Cette réalité sans se poser la question de ce qu'elle signifiait, sans se poser la question du déséquilibre de pouvoir, de position qu'elle impliquait entre évidemment un artiste, un comédien fabuleux et les personnes qui travaillent avec lui au quotidien sur un tournage, en l'occurrence des jeunes femmes souvent assez précarisées. Et cette espèce de ce que Marine Turki a appelé dans son papier la complaisance française, que ça interroge précisément dans ce cas de figure qui est pour moi justement à la croisée des chemins dans lequel on est aujourd'hui. Merci beaucoup de ce témoignage. Un mot là-dessus, le temps a filé beaucoup trop vite. Je voudrais qu'on parle aussi financement du cinéma. Michel Guérin, qu'est-ce qui peut se passer maintenant, après une enquête comme celle de Mediapart? Est-ce que vous imaginez un producteur proposer un rôle à Gérard Depardieu? J'en ai aucune idée. Ce que l'on faudrait voir par rapport à l'agenda qu'il avait, qu'est-ce qui continue, qu'est-ce qui est arrêté. Je crois qu'il y a un film qui est sorti où il jouait un rôle de cuisinier, il n'y a pas longtemps, où j'ai l'impression qu'il y a eu quand même beaucoup de précautions autour de la sortie, comme si la production était gênée presque de sortir le film, avec même un panneau d'avertissement, etc., etc. Je crois qu'il n'a pas participé non plus à la promotion du film. Ça donne, je pense, une idée voilà. Maintenant, ça fait 30 ans qu'on dit que Depardieu, c'est fini, que chaque fois il chute, que par ses excès, etc. Il a souvent rebondi. Est-ce qu'il peut rebondir encore une fois? Bon, je pense que ça va être très difficile. Allez, on prend quelques minutes, il nous reste un peu moins de 8 minutes pour ouvrir le dernier thème de ce débat, le financement du cinéma français. Et donc, ces critiques exprimées par Justine Triet, qui venait de recevoir sa Palme d'Or, Émilie, critique forte contre le gouvernement. Oui, alors juste pour mémoire, c'est la 3e femme réalisatrice à remporter la Palme d'Or à Cannes, la 2e française, pour son 4e film, Anatomie d'une chute, qui sera diffusé le 23 août. Alors après la séquence émotion et les remerciements d'usage, elle s'en est en effet fortement pris à la façon choquante dont la contestation contre la réforme des retraites avait été, je la cite, niée et réprimée. Alors, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a poursuivi, critiquant, je la cite toujours, la marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend, qui est en train de casser l'exception culturelle française, sans laquelle je ne serais pas là. C'est exactement ce qu'elle a dit. Alors, évidemment, elle a provoqué un terrible tollé. La ministre de la Culture, qui, pour le coup, n'avait pas préparé sa réponse. Contrairement aux Molières. Contrairement aux Molières, elle s'est déclarée sur Twitter estomaquée par un discours si injuste, le film n'ayant pu voir le jour sans notre modèle français. Donc, Justine Triet avait dit que c'était quand même grâce à l'exception culturelle française qu'elle avait pu faire ce film. D'autres réactions? Oui, certaines, comme Valérie Pécresse, de la région Île-de-France, ont conseillé à la réalisatrice de ne pas mordre la main qui la nourrit. Et pour Éric Woerth, c'est l'anatomie d'un naufrage. Pour Roland Lescure, ministre de l'Industrie, c'est l'anatomie de l'ingratitude d'une profession que nous aidons tant. Alors, on a regardé le budget de son dernier film. Voilà, 6,2 millions d'euros pour le budget du film. 900 000 euros viennent de France Télévisions, 500 000 euros viennent d'avance sur recette du Centre national du cinéma, 1,2 million de crédits d'impôt qui sont octroyés sur avis favorable du CNC également, le Centre national du cinéma. Et puis il y a des aides des régions, 270 000 de la région Rhône-Alpes, 150 000 de la région Nouvelle-Aquitaine. Bref, et puis il y a aussi des acteurs privés qui interviennent, par exemple 1,2 million de Canal+. Le député Renaissance, Guillaume Kasbarian, qui est aussi président de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée, a d'ailleurs proposé au passage d'arrêter de distribuer autant d'aides à ceux qui n'ont aucune conscience de ce qu'ils coûtent aux contribuables. Alors il faut quand même savoir que le film ne coûte quasiment rien aux contribuables.
Et d'ailleurs, c'est Pierre Descure qui l'a bien expliqué. L'ancien président du Festival de Cannes. Sur C'est à vous, il a bien expliqué que le système est financé par des taxes sur l'industrie cinématographique et non par de l'argent public, hormis crédit d'impôt ou les aides des régions qui sont conditionnées à des tournages qui seraient sur les territoires concernés. Et ce même ancien président du Festival de Cannes a aussi rappelé les autres figures du cinéma qui, avant Justine Triet, avaient insisté sur la nécessité de protéger et de préserver ce système de financement du cinéma français. On parle quand même de Bertrand Tavernier, c'était en 97 au César, et de Ken Loach à Cannes en 2016. Alors d'autres réactions, cette charge contre le gouvernement néolibéral, ça a dû réjouir les oppositions. Forcément, du côté de la gauche notamment, à l'image de Fabien Roussel qui a dit « marchandisation des corps, marchandisation de la culture ». Bravo à Justine Triet pour sa palme d'or et son discours qui frappe si juste. À noter, la réalisatrice, elle est revenue aussi sur ses propos pour bien expliquer que c'était l'idée de la non-rentabilité des films qui devait être préservée et que Cannes avait toujours été un endroit où les gens s'exprimaient politiquement par rapport à la situation du pays. Le retour de la tradition de Cannes, selon Jean-Luc Mélenchon. Donc moi je dirais tout ça pour ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Claude Lelouch, puisque c'était un de ses films. Le titre d'un de ses films. Hélène Fleckinger, est-ce que je reprends les propos de Justine Triet quand elle dit attention, on est en train de casser l'exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Parce qu'on a quand même un système qui permet au cinéma français d'être aussi fort, quoi. Alors là, ça exigerait de rentrer même dans la réforme qui est en cours au niveau du CNC. Ça devient extrêmement pointu, là, ça dépassera du coup mon domaine pour aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, ce qui me frappe dans ces déclarations, c'est effectivement la réintroduction de la politisation en fait des discours à Cannes, dont on pourra se souvenir, et vous le citez d'ailleurs Michel Guérin dans Le Monde, un moment fort en 1968 quand Godard dit alors que finalement le festival va être interrompu, donc en mai 68, vous me parlez... La formule exacte, c'est « Je vous parle de solidarité avec les étudiants et vous me parlez travelling et gros plan, vous êtes des cons. » Et bien là, d'une certaine manière, alors là, moi j'en reviens à la question aussi féministe, mais c'est lié en fait, évidemment même à la question de la politique et plus largement des retraites. C'est que là, au niveau du festival, il y a effectivement tout un discours qui a du mal à être entendu. Alors festival comme Cannes, avec ce retentissement, peut-il ne pas être politique? Michel Guérin, votre avis sur le financement? Je pense qu'il y a une confusion incroyable parce que on peut être ingrat, on peut être financé et dire du mal. Moi, c'est pas un problème. Ça, c'est important. Les retraites, elle dit ce qu'elle veut. Oui, ça, je suis d'accord. C'est pas un problème. L'économie libérale, elle peut trouver ça pas bien, elle a le droit. Oui, sauf qu'elle est financée aussi par Canal+ et par Vincent Bolloré. Mais elle fait comme elle veut. En revanche, dire que le gouvernement actuel s'en prend, comme vous l'avez dit, à l'exception culturelle, ça, il faut le prouver. Ça, il faut donner des éléments. Et franchement, je pense que là, sur ce point-là, très précis, factuellement, il y a un débat là-dessus, etc. Mais je pense qu'elle n'a pas assez d'éléments, elle se trompe. Je pense pas qu'elle... C'est trop tôt pour le savoir. Il y a en effet des projets. Le patron du Centre national du cinéma est très remis en cause pour faire quelque chose de beaucoup plus, industriel et qui ferait plus de rentabilité des films. Mais actuellement, la majorité des films français ne sont pas rentables et ils continuent de vivre. Il y a encore autant de films français qui sortent. Donc, je pense qu'elle a pas les éléments pour le dire, pour l'affirmer. Ça s'appelle l'appel aux états généraux du cinéma. Oui, il y a les appels aux états généraux. Et ce mouvement-là, qui est quand même tenu par des producteurs, productrices, réalisateurs, réalisatrices et des personnes de renom, techniciens et techniciennes aussi évidemment, ces personnes n'ont pas réussi à rencontrer la ministre de la Culture, n'ont, je crois, pas rencontré non plus le président du CNC, qui refuse de les voir. Donc en fait, je pense qu'elle se fait aussi le porte-voix de ce mouvement-là qui a des choses à dire et à défendre. Et c'est terminé. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat. Vous pouvez évidemment retrouver nos programmes en replay sur la plateforme publicsénat.fr. Émilie, merci beaucoup. La semaine prochaine, ce sera le retour de Laetitia Krupa. C'était un bonheur de vous avoir sur ce plateau et vous reviendrez en tant qu'invité et experte dans nos sujets politiques, évidemment. Je vous donne aussi notre prochain rendez-vous politique. L'invité de la matinale, c'est Olivier Marleix, vous le voyez en photo, le président des LR à l'Assemblée. Belle soirée.